Vous êtes biophysicien, hein, c'est comme ça que vous vous présentez. Vous êtes maître de conférence à l'Université Claude Bernard de Lyon et vous êtes membre du CERMEP, qui est le Centre d'exploration et de recherche médicale par émission de positons. Donc c'est encore une autre technique, une technique que l'on connaît déjà depuis 30 ans à peu près, hein, c'est ça? Alors vous allez depuis les années 70 80, oui. Donc ça vient après l'IRM en fait, hein, pour le cerveau. Avant je veux dire avant l'IRM, hein, c'est ça. Et l'IRM a dépassé maintenant un petit peu la tête, mais donc comme quoi les choses sont complémentaires. Et... Absolument, absolument. Donc on va faire connaissance avec ces techniques qui sont en pleine évolution aussi, j'imagine. Tout à fait. Et donc je vais vous parler aujourd'hui, maintenant, ce matin, on a vu qu'on parlait de toutes les techniques, de toutes les méthodes d'imagerie qui nous apportaient des informations sur le fonctionnement du cerveau. Hein, on se base sur des images anatomiques qui montrent la structure du cerveau, mais celle-là, on la connaît relativement bien maintenant, quoiqu'on peut découvrir encore plein de choses. Mais ce matin, on parle surtout du fonctionnement. Et dans le fonctionnement, on a vu un certain nombre de paramètres, et on vient de voir les paramètres électriques. Et moi, je vais vous parler maintenant des aspects métaboliques, c'est-à-dire des aspects biochimiques, c'est-à-dire des molécules qui sous-tendent tout ce fonctionnement du cerveau. Donc, alors notre cerveau, d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue métabolique, eh bien, il fonctionne essentiellement. Ce cerveau fonctionne essentiellement avec deux comburants qui sont l'oxygène et le glucose. Alors, c'est essentiellement, c'est à plus de 90%. Et je m'en excuse, là, on arrive vers l'heure du repas. Donc, il y a une dame ce matin qui demandait ce qui se passait dans notre cerveau. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre cerveau ce matin. Donc, vous avez consommé énormément d'oxygène, énormément de glucose. Donc là, j'espère que vous en avez encore assez pour cette présentation. Et donc, ce cerveau va consommer du glucose et de l'oxygène pour produire du CO2 et de la chaleur. Et on va voir justement comment il produit cette énergie. Alors, ce cerveau, donc, on l'a vu, est constitué d'un certain nombre de tissus, de structures cérébrales, et puis de cellules cérébrales, donc les neurones, les astrocytes. Et donc, toute l'usine biochimique de ces molécules va se trouver à l'intérieur donc, de ces astrocytes, de ces synapses. Alors voilà, donc le cerveau, on l'a vu, est constitué d'un grand nombre de neurones. Et puis, donc, au sein de ces neurones, donc, des synapses ici qui vont conduire, qui vont établir donc, la jonction entre les différents neurones. Et cette jonction va se faire à travers, donc, grâce à des molécules. Alors ici, vous avez donc un neurone qui va émettre un influx électrique, comme on l'a vu, qu'on pourra détecter donc, par MEG, et puis qui va se connecter à d'autres neurones grâce aux synapses ici, et grâce à des molécules donc, que l'on appelle les neuromédiateurs et qui vont passer d'une synapse à l'autre. Et c'est donc ces molécules qui vont transmettre l'information d'un neurone à l'autre. Et puis, d'autre part, ici en bas, vous voyez ces mitochondries, ici, qui, elles, vont être vraiment l'usine biochimique de la production d'énergie de la cellule, et en particulier du neurone, et qui va produire cette molécule qui est l'ATP, l'adénosine triphosphate, et que l'on va utiliser pour faire fonctionner nos cellules, en particulier nos muscles, notre cœur, mais aussi notre cerveau. Et donc tout ça participe au métabolisme énergétique de la cellule. Alors dans la cellule, il y a deux grandes parties essentiellement. Cette grande partie vide qu'on appelle le cytoplasme, où va se produire donc la production d'ATP. Et puis dans ce petit carré ici, ce sont les mitochondries, donc ces structures toutes petites qui remontent à l'origine des temps, qui ont été une des premières cellules, comme nous l'a expliqué M. Coppens hier, et dans lequel se situe cette usine à fabrication d'énergie et de molécules énergétiques. Alors on va donc essayer de suivre
justement par des méthodes non invasives, par imagerie, de suivre cette information. Alors, je vous montre toutes ces molécules, pas pour que vous les reteniez, mais pour vous montrer qu'on parle de molécules et on va être capable de détecter ces petites molécules qui se trouvent dans des concentrations extrêmement fines. Donc ici, dans le cytoplasme, vous voyez ce qu'on appelle la glycolyse, c'est-à-dire la transformation du glucose, et qui, si on a suffisamment d'oxygène, eh bien, grâce à ce cycle de Krebs qui a été défini dans les années 30, va nous permettre donc de produire suffisamment d'ATP pour faire fonctionner notre cerveau. Alors par contre, si parfois on manque un petit peu d'oxygène, eh bien, au lieu de produire donc de l'ATP dans le cycle de Krebs, dans les mitochondries, on va produire de l'acide lactique. C'est ce qui se passe dans notre muscle quand on court, mais c'est ce qui se passe aussi dans notre cerveau. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a un petit peu mal à la tête quand on travaille trop. Alors, pour obtenir ces informations métaboliques, eh bien, il y a deux techniques. Il y a une technique qui vient de l'IRM, et ça, c'est la grande force de l'IRM. Ce matin, Denis nous a montré toutes les informations que pouvait nous apporter l'IRM, mais il y a encore une information supplémentaire qui est une information métabolique et que l'on obtient donc par spectroscopie, par résonance magnétique. Cette technique est intéressante, mais tout à fait non invasive, sans aucun effet, comme nous l'a dit Denis, mais qui manque un petit peu de sensibilité. On pourra mesurer des molécules, on pourra détecter des molécules qui sont en concentration assez importante. Si on veut aller mesurer la concentration de molécules dont la concentration est beaucoup plus faible, comme les neuromédiateurs, leur concentration est de l'ordre de la nanomole. C'est très petit. La concentration d'eau est de l'ordre de 100 moles. Donc, ça veut dire 1 milliard de fois plus petit. Donc, c'est extrêmement petit. Et pour ça, il va falloir qu'on utilise donc une technique de médecine nucléaire qui va être la tomographie d'émission de positons. Alors, par spectroscopie du phosphore, vous voyez, on va obtenir ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire une suite de pics. Et chaque pic va nous permettre de mesurer la concentration donc, de différentes molécules dans le cerveau. C'est comme si on faisait une biopsie virtuelle dans le cerveau. Et on sait, après, on peut mesurer, faire une mesure chimique de la concentration. Et vous voyez que les 3 pics ici mesurent la concentration d'ATP. Et je vais voir si mon cerveau fonctionne bien, s'il a suffisamment d'ATP ou s'il en manque. Ça, c'est une première technique donc, qui utilise le fait qu'on va mesurer le signal qui vient des noyaux de phosphore. Une deuxième technique qu'on n'utilise plus, c'est la spectroscopie du proton. Et vous voyez encore ici un spectre donc, qui vous montre des pics, et chaque pic représente la concentration d'une molécule. Vous voyez, c'est comme si on faisait une analyse chimique, mais sans rentrer dans le cerveau, bien évidemment, et en étant tout à fait non invasif. Alors, vous voyez ce grand pic ici, il nous intéresse beaucoup parce qu'on le trouve uniquement dans les neurones. Donc, c'est un détecteur de neurones, c'est un marqueur de neurones, et lorsque le neurone va perdre sa viabilité, va être en souffrance, eh bien, on va voir ce pic diminuer. Donc, on pourra caractériser, on pourra dire donc qu'une partie du cerveau ne fonctionne plus correctement. Je n'ai pas compris comment vous obtenez ces pics. On les obtient par IRM. Donc, l'examen est le même. On place le patient dans une IRM. Et au lieu de... Tout à fait, j'ai sauté un petit peu ce passage. Ce que nous a montré Denis, c'est que de l'IRM, on mesure le signal de l'eau. Donc, il nous a parlé du signal de l'eau ce matin. À côté de ce signal de l'eau, qui est extrêmement grand, on trouve d'autres signaux qui sont beaucoup plus petits, qui sont 1000 fois plus petits, et ce sont ces pics. C'est toujours des signaux radio. Ce sont toujours des signaux radio, ce sont exactement les mêmes, mais ils ne sont pas tout à fait à la même fréquence parce que leur environnement chimique n'est pas tout à fait le même. Mais qu'est-ce qui varie en abscisse, là? En abscisse, c'est la fréquence. C'est la fréquence de résonance, c'est-à-dire que la fréquence du signal que l'on détecte en IRM va avoir une fréquence différente pour le pic de l'eau par rapport à ces autres pics. Si je peux me permettre juste, c'est comme si on choisissait France Info, Europe 1, Radio Monte-Carlo. Voilà, on choisit ce qu'on veut écouter. On choisit ce qu'on veut regarder. Et donc, on a choisi ici de supprimer le pic de l'eau parce qu'il est immense pour pouvoir regarder les pics qui se trouvent à côté. Oui, mais alors pourquoi il y a écrit ppm en abscisse, qui est une concentration?
ppm, c'est une partie par million. C'est pour avoir une échelle de fréquence. C'est en fréquence. Moi, ppm de résonance. D'accord. Donc tout à fait. Je l'avais mis le fait. Donc on est en IRM. On mesure un certain nombre des signaux qui proviennent de molécules. Et l'IRM, donc que vous a montré les paramètres qu'on obtient par IRM classique, on obtient des signaux de l'eau. Ici, on mesure des signaux qui viennent d'autres molécules et qui sont donc à des concentrations beaucoup plus petites, mais qui nous intéressent aussi beaucoup parce qu'elles participent donc au métabolisme de la cellule, à la vie de la cellule. Alors vous voyez, donc je vous disais qu'il y a ce pic de NAA qui nous intéresse beaucoup parce qu'on le trouve uniquement dans les neurones. Donc si les neurones sont détruits ou sont endommagés, on verra ce pic diminuer et on pourra essayer de comprendre pourquoi. Ici, vous voyez un autre petit pic qui s'appelle le glutamate. C'est un neuromédiateur extrêmement important dans le cerveau qui transmet tous les signaux excitateurs du cerveau. Donc ce pic-là est aussi extrêmement important. Voilà, donc on a un certain nombre d'informations sur différentes molécules qui se trouvent dans le cerveau et qu'on pourra comparer aux autres informations qu'on peut obtenir par les autres techniques qu'on a vues ce matin. Je vais vous montrer rapidement un exemple pathologique. Ce matin, Denis Lebihan nous a parlé donc d'infarctus cérébral, qu'on appelle aussi l'accident vasculaire cérébral ischémique, puisqu'on a un petit vaisseau, un capillaire qui va se boucher. Donc, on n'a plus d'oxygène qui arrive au cerveau. La cellule va commencer à mourir. Et donc, ce matin, il nous a parlé de la diffusion. Vous voyez sur cette image ici que ce cerveau est lésé. Et on a fait cette image, comme nous l'a dit Denis ce matin, au bout de 2 heures après l'accident. Donc, très, très rapidement. Ce patient est arrivé à un stroke center très rapidement. Et on lui fait toutes ces images d'IRM. Donc de diffusion, de perfusion. Vous voyez que toute la région ici de son cerveau n'est plus alimentée en sang, d'accord, donc n'est plus alimentée en glucose. Et en spectroscopie, on voit une autre information. Comme il n'y a plus d'oxygène, eh bien, on voit ce pic de lactate, l'acide lactique, qui augmente et qui va détruire les neurones. D'accord, donc qui va être un marqueur de la destruction des tissus cérébraux. Et vous voyez ici sur ce patient, 3 jours après, on refait l'examen. Et on voit que ce pic de lactate n'a pas bougé. Et ça, c'est un bon signe parce que ça veut dire que l'aspect destructif, donc des phénomènes destructifs qui se sont mis en place du fait du manque d'oxygène et de glucose, eh bien, se sont stabilisés. Par contre, vous voyez sur le patient de droite, ici, on a le même examen, donc 2 heures après l'infarctus. Et puis, lorsqu'on fait l'examen 3 jours après, eh bien, vous voyez le pic de lactate qui augmente énormément. Donc ça veut dire que les tissus continuent à produire du lactate qui vont détruire donc les cellules. Et vous voyez le pic de NAA qui est donc le marqueur de nos neurones qui lui est complètement écroulé et donc on va avoir une véritable destruction de nos cellules. Donc ces techniques, vous voyez, sont complémentaires et nous montrent combien on peut avoir différentes informations pour caractériser l'état du patient dans ce cas-là. Très rapidement, vous voyez ici des spectres qui nous montrent qui sont obtenus dans des tumeurs et on va pouvoir, comme ceci, caractériser des tumeurs et différencier des tumeurs de manière non invasive. Actuellement, si vous voulez être sûr du type de tumeur, il va falloir prélever, faire une biopsie, ce que va faire le neurochirurgien, et puis analyser cette tumeur. Donc là, on peut faire l'examen avant et qu'on confirmera toujours avec une biopsie pour en être certain, mais on aura déjà des informations. Un dernier exemple de cette technique donc de la spectroscopie sur la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, vous savez, c'est cette maladie qui attaque la myéline, donc tous ces lipides qui se trouvent autour des nerfs et qui est essentiel donc au fonctionnement des neurones. Vous voyez sur l'IRM donc les plaques de sclérose en plaques, ici en blanc. Eh bien, la difficulté, c'est quand on voit ces images, on ne sait pas la gravité de la maladie et on ne sait pas comment elle va évoluer. Et pour savoir comment elle va évoluer, on essaie d'utiliser donc la spectroscopie. Et vous voyez ici que dans la substance blanche apparemment normale, on a un pic de NAA qui est assez important. Par contre, si on va dans les plaques, ce pic de NAA va diminuer. Et de cette façon, on va pouvoir suivre le patient
et on va pouvoir essayer de prévoir son évolution, qui est très importante dans la sclérose en plaques, puisque c'est une maladie qui évolue par poussée et par des évolutions plus ou moins rapides. On pourra en faire des images, comme les images d'IRM, et vous voyez ici donc l'image du NAA, et vous voyez qu'ici on a très peu de N-acétylaspartate, ce qui montre qu'on a des dommages importants. Voilà, alors c'était ma première partie sur la spectroscopie. Maintenant, je vais passer donc à la tomographie d'émission de positons, qui est une technique complètement différente, mais qui apporte des informations du même type, c'est-à-dire d'un type moléculaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir marquer des molécules dans le cerveau et on va pouvoir les suivre. Alors là, le gros intérêt de la TEP, alors vous connaissez la TEP, on l'appelle souvent le PET scan. Donc vous le connaissez, maintenant il apparaît dans tous les hôpitaux de France. On utilise le terme anglophone, je ne sais pas pourquoi, c'est une petite habitude en France, on aime mieux. Et en France, donc, c'est la tomographie d'émission de positons. C'est une technique de médecine nucléaire. La médecine nucléaire, elle est basée sur un principe très simple. Il nous faut deux choses. Il nous faut un marqueur radioactif, d'accord, ce que je vais appeler un bip-bip. Et ce bip-bip, donc on va pouvoir détecter parce qu'il va émettre des rayonnements gamma, d'accord, qu'on va pouvoir détecter avec une machine qu'on va placer autour du patient. Et ce marqueur, il va falloir qu'on l'attache à ce qu'on appelle à une molécule traceuse. Cette molécule est une molécule normale du fonctionnement du cerveau. Et si on attache ce marqueur à cette molécule, eh bien vous comprenez qu'après, elle a un bip-bip, d'accord, et ce bip-bip, on va pouvoir le suivre dans le cerveau, n'importe où. D'où son intérêt. Comme la radioactivité, il suffit de mettre très peu de radioactivité, hein, c'est une quantité de radioactivité qui est extrêmement faible, mais du coup, la technique est extrêmement sensible. Et c'est pour cette raison qu'on va pouvoir détecter des molécules qui sont en concentration extrêmement faible. Alors, on va marquer, vous voyez, on a un certain nombre de marqueurs. Donc, on marque des noyaux. Ici, le fluor 18, donc, qui est l'équivalent, qui est un isotope, hein, qui est l'équivalent du fluor 19, le carbone 11, l'azote ou l'oxygène. Et tous ces marqueurs vont avoir des périodes radioactives plus ou moins courtes, mais très courtes en général. Vous voyez ici, pour le fluor qui est le plus long, 110 minutes, c'est-à-dire à peu près 2 heures, c'est-à-dire qu'il va perdre sa radioactivité, la moitié de sa radioactivité en 2 heures. Donc on ne peut pas transporter ce marqueur très loin. Et du coup, il va falloir le produire sur place. C'est ce qu'on va faire. Et pour produire donc cet élément radioactif, eh bien, il faut... donc c'est un élément radioactif qui va émettre un positon. Je vais vous dire ce que c'est qu'un positon. Il va falloir donc le produire sur place. Ça n'existe pas dans la nature. Ces émetteurs de positons n'existent pas de manière naturelle. Il faut les créer. Et pour les créer, il faut utiliser ce qu'on appelle un cyclotron. C'est-à-dire, c'est un accélérateur de particules. On va accélérer un proton, donc le noyau de l'hydrogène. On va l'accélérer à très grande vitesse. Et puis, donc, on va l'accélérer comme ceci, de manière circulaire. Et on va l'envoyer sur un autre noyau. Et on va créer une réaction nucléaire. Du même genre que ce qui se passe dans une centrale nucléaire, c'est-à-dire qu'on va casser le noyau de l'atome. Et en cassant le noyau de l'atome, eh bien, on va produire un autre atome, mais qui, lui, est émetteur de positons, et qu'on va pouvoir détecter. Alors, vous voyez, donc, il faut avoir ce cyclotron sur place. Donc, c'est un coût supplémentaire, c'est une difficulté supplémentaire, ce qui fait que cette technique a mis un certain temps donc, à se remettre en place. Alors, par exemple, ici, j'ai une molécule de fluor désoxyglucose. Je la marque avec du fluor 18, donc mon noyau qui est radioactif. Je vais injecter cette molécule au patient. Cette molécule va aller dans le cerveau. Et ce positon, qu'est-ce que c'est? C'est un électron positif. Cet électron positif, lorsqu'il va rentrer dans la matière, notre cerveau est constitué de matière, est constitué d'atomes, hein, aussi bien que cette table. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes, ils ne sont pas organisés pareil, mais à l'échelle de l'atome, donc on a des atomes, on a des électrons. Lorsque cet électron lorsque ce positon va rencontrer cet électron, vous avez donc une molécule, un électron positif et un électron négatif. Ils vont se marier
et ils vont fusionner et ils vont disparaître. C'est ce qu'on appelle l'annihilation. Donc ça, c'est un phénomène physique qui est très bien connu, qui est assez fabuleux. Et tout à l'heure, on a parlé Denis, je crois, a parlé d'Einstein. On a découvert, les physiciens ont découvert justement, donc nous ont montré, vous savez, que la matière peut être toujours transformée en énergie. On peut passer d'énergie en matière. On peut transformer la matière de cet atome en une certaine énergie. C'est ce que nous montre l'équation d'Einstein, E égale mc2. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. La matière, donc ces particules, disparaissent et se transforment en deux rayonnements gamma qui partent comme ceci dans deux directions opposées. Et on va pouvoir les détecter. Et on va placer ici deux détecteurs tout autour. Et en fait, on va en mettre tout autour du cerveau, comme ceci. Et ce qui fait qu'on va pouvoir détecter ces rayonnements gamma qui sont partis exactement en même temps. De cette façon, on pourra savoir où se trouve cette molécule dans le cerveau. Donc là, vous avez un scanner TEP. Vous voyez que c'est un instrument tout à fait simple. Donc on injecte le produit au patient et puis on va le placer au milieu de cet anneau qui ressemble à un scanner X, tout à fait classique. Et on va attendre un certain temps pour détecter donc la concentration de ces molécules. Alors, je vous parle ici d'un exemple. Je vais vous montrer un premier exemple d'examen corps entier au FDG. Le FDG, c'est le fluor-désoxyglucose. C'est une molécule qui va prendre la place du glucose. Je vous ai dit que le glucose, c'est le sucre dont a besoin notre cerveau et il en a besoin constamment. Et donc, ce sucre rentre dans le cerveau et va être donc métabolisé par le cerveau. À la place du glucose, on va injecter au patient donc du glucose légèrement transformé, mais surtout sur lequel on a ajouté ce fluor 18, ce bip-bip. Et donc, on va pouvoir le suivre dans tout le corps. Et ce glucose, il va être métabolisé essentiellement par les tumeurs aussi. Parce que la tumeur est une cellule qui a une activité bien plus importante qu'un tissu normal, bien plus rapide. Et vous voyez donc cette image du corps entier d'un patient, et vous voyez tous ces points noirs, c'est où la molécule donc, de FDG s'est fixée de manière plus importante. Donc vous voyez qu'on peut détecter de manière sur tout le corps, en un seul examen, toutes ces métastases donc, qui sont créées. Heureusement, je vous montre ici une image un petit peu catastrophique, mais on peut de cette façon détecter la plus petite tumeur dans le corps entier par cette technique. Alors cette technique est maintenant très développée et on va avoir des TEP, on va avoir plus d'une soixantaine de TEP en France, donc il y en a à peu près dans tous les grands hôpitaux de France. C'est très important pour la détection précoce du cancer. Les autres techniques qui sont utilisées par la TEP sont plus des techniques qui sont utilisées en recherche clinique. Ce que je viens de vous montrer est maintenant vraiment utilisé dans tous les hôpitaux, mais justement a débouché grâce aux recherches qu'on a fait sur la TEP depuis une trentaine d'années. Là, ce que je vous montre maintenant est plus utilisé pour comprendre le fonctionnement du cerveau ou pour comprendre certaines pathologies. Alors, vous voyez que ici, j'ai une tumeur, et je peux la marquer avec différents marqueurs, avec différents bip-bip. Et vous voyez, si je la marque avec du fluor-désoxyglucose, je vais la voir un petit peu ici, parce que ma tumeur mange plus de glucose que mon tissu cérébral. Mais vous voyez que mon cortex, ici, utilise aussi beaucoup de glucose, ce qui est normal, on a dit qu'il utilisait beaucoup de glucose. Par contre, si je le marque avec un autre marqueur, ici du carbone 11, et avec une autre molécule qui est la méthionine, qui est une protéine, la tumeur utilise aussi beaucoup de protéines parce qu'elle va construire une membrane et elle va augmenter sa membrane et va grossir comme ça de façon très rapide. Eh bien, vous voyez que grâce à cette molécule, à ce moment-là, je deviens plus spécifique et je ne marque que la tumeur. Je ne marque pas le reste du cerveau et donc je vois beaucoup mieux ma tumeur et je vais pouvoir suivre ma tumeur. Vous voyez ici avant chimiothérapie, vous voyez la tumeur ici et on peut la voir ici après chimiothérapie et je peux m'assurer que la tumeur a disparu.
et je vais m'assurer que cette tumeur disparaît vraiment complètement, puisque vous savez qu'il peut rester quelques cellules cancéreuses, et tant qu'il reste quelques cellules cancéreuses, ce n'est pas gagné. Donc il faut avoir une technique tout à fait sensible. Une autre application très importante, on a vu, on a parlé déjà de l'épilepsie, qui est beaucoup étudiée et caractérisée par la MEG. Eh bien, on peut aussi, donc, on l'a beaucoup étudié aussi en TEP, en tomographie d'émission de position, et on l'a utilisé pour localiser la zone épileptogène. Lorsqu'un patient présente une crise, certains patients, on va soit leur donner des médicaments, et ça va permettre de supprimer leur crise, mais certains patients, on les appelle, on dit qu'ils sont réfractaires aux médicaments, et on ne va pas pouvoir les soigner. Donc il ne reste plus qu'une solution, c'est d'opérer et d'enlever la région donc, qui produit la crise d'épilepsie. Mais avant cela, il faut la localiser. Et il faut la localiser le plus précisément possible. Donc on va utiliser la TEP pour cela. Et vous voyez ici, j'utilise toujours mon marqueur de FDG, donc au glucose. Et vous voyez qu'il me montre ici une diminution de la fixation du marqueur dans le lobe temporal, ici, donc de l'hippocampe droit de ce patient. Donc, je vais savoir que ça se trouve dans cette région et je vais pouvoir dire si c'est la tête de l'hippocampe ou la partie distale de l'hippocampe. Je peux utiliser un autre marqueur ici, qui est le fumazénil, et qui lui va marquer donc, un neuromédiateur. Et on verra aussi que sa diminution nous montre ici la même région épileptogène. Donc là, le neurochirurgien avait une idée. On avait déjà une idée de la région où ça se trouvait grâce à l'EEG, mais on va avoir une idée encore plus précise de la région qu'il faut enlever. Une autre image d'un cas d'épilepsie, puisqu'on en a parlé depuis hier, on a vu hier, donc avec Dominique Ashboon, que pendant le développement, on pouvait avoir des anomalies de migration neuronale. Et vous voyez ici, sur l'image IRM anatomique, vous voyez ici une petite partie de cortex qui n'est pas au bon endroit. Il y a eu justement donc une migration pendant le développement qui ne s'est pas faite correctement, ce qu'on appelle une dysplasie. Eh bien, on va localiser cette dysplasie grâce au marquage, donc par la TEP, et par un autre marqueur qu'on appelle le MPPF, et qui lui est un marqueur de la sérotonine, qui est un autre neuromédiateur du cerveau, extrêmement important dans le cerveau. Il intervient dans de nombreuses pathologies, la schizophrénie, la dépression. Donc, on va vouloir savoir où ces marqueurs interviennent. Je vous montre deux dernières applications. Vous en reverrez certainement cet après-midi avec M. Benabit sur la dopamine, sur la maladie de Parkinson. Vous voyez ici une synapse donc, qui établit donc, le contact entre deux neurones. Et puis, vous voyez, si j'arrive à le voir, la partie supérieure de la synapse, qu'on appelle le bouton présynaptique, eh bien, contient ces molécules et contient la dopamine. C'est le neuromédiateur donc, qui va manquer dans la maladie de Parkinson. Eh bien, on va marquer la dopamine, soit avec du fluor 18, et on va produire donc un traceur qui est le fluorodopa. Et de cette façon, on va pouvoir suivre, on va pouvoir regarder les régions qui fonctionnent ou pas avec la dopamine. Et vous voyez cette image ici, sur le striatum, eh bien, on voit que donc, le marqueur marque bien les régions des noyaux lenticulaires, ce qui est normal. Et si on se trouve chez un patient donc parkinsonien, on verra une diminution de marquage dans cette région. Une dernière image, on a maintenant un certain nombre de traceurs pour essayer de mieux comprendre et de mieux détecter la maladie d'Alzheimer. Comme vous le savez, c'est une maladie extrêmement importante qui nous touche de plus en plus. Et donc, vous voyez que se développe, alors, depuis un certain temps, on arrive à voir avec le fluor désoxyglucose, ici, le FDG, on arrive à voir ici, vous voyez, ici, j'ai un cerveau normal, donc qui fixe le FDG dans toute la partie de la substance grise. Vous voyez ici, dans le cerveau donc, de ce patient Alzheimer, on a une diminution très forte de fixation du glucose. Donc, le cerveau ne fonctionne pas, n'utilise pas le glucose de manière normale. Et si je regarde ici chez des patients qui ont en anglais MCI, c'est-à-dire qui ont des premiers troubles de la mémoire, eh bien je vois que le cerveau ici utilise encore mon glucose de manière normale. Donc je vais pouvoir faire la différence
entre ces premiers signes cliniques de troubles de la mémoire qui sont tout à fait normaux, qui correspondent au vieillissement normal, et puis un début de maladie d'Alzheimer. On cherche des traceurs qui sont plus spécifiques, et en particulier au CERMEP, on a développé le MPPF, donc comme je vous le disais, qui est un traceur de la sérotonine. Et vous voyez ici, on voit le MPPF marque les hippocampes, vous voyez les structures internes dont on a parlé, qui sont ces structures très importantes dans la mémoire. Ici, chez mon patient, donc, il y a déjà des troubles de mémoire. On voit ici sur la partie gauche, donc, qui correspond à la droite du patient, que le marqueur donc, se fixe moins sur cet hippocampe. Donc, ça veut dire que l'hippocampe fonctionne déjà de manière un petit peu moindre. Et vous voyez chez le patient Alzheimer que le marqueur ne se fixe plus du tout. Donc, certainement, l'hippocampe est atrophié et fonctionne beaucoup moins bien. Encore un autre marqueur qui est très intéressant qu'on espère voir apparaître dans les années qui viennent, enfin qui existe et sur lequel on base beaucoup d'espoir, c'est un marqueur des plaques séniles. Vous savez que les plaques séniles, ce sont ces plaques qu'on retrouve dans les patients, donc dans les cerveaux des patients Alzheimer, et donc qui sont vraiment une caractéristique de la maladie. Donc si on arrive à marquer ces plaques, eh bien on va pouvoir voir l'importance et on va pouvoir voir très tôt si ces plaques apparaissent dans le cerveau ou pas, et donc très tôt effectuer un diagnostic de cette maladie ou dire simplement que les troubles de la mémoire sont tout à fait normaux et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, je finis sur cette diapositive qui nous montre, alors il ne faut pas oublier que la tomographie d'émission de positons nous permet aussi de voir les régions qui s'activent de la même façon que l'IRM fonctionnel. Et vous voyez ici, donc, alors pour cela, on utilise l'eau marquée. On marque l'eau simplement qui se trouve dans le sang et qui va aller diffuser dans le cerveau avec de l'oxygène 15. Et vous voyez ici, on met en évidence donc, les régions cérébrales qui sont activées lors d'une excitation sexuelle. Autant vous dire que lorsqu'on sait ça, on sait à peu près tout sur le cerveau. Je vous remercie.